La Casemag. Du débat et le pouls de notre société entre midi et 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Casemag. Le vendredi, la star, c'est le patrimoine naturel calédonien. Et aujourd'hui, on va découvrir les techniques scientifiques de demain, avec notamment l'ADN environnemental. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Vous saurez tout dans quelques minutes. À nos trésors, c'est parti. La Casemag. Le vendredi, avec À nos trésors. Et pour nous parler de l'ADN environnemental et des techniques scientifiques du futur, je reçois Laurent Vigliola. Il est chercheur en écologie marine à l'IRD. Bonjour Laurent. Bonjour Marilyn. Il est accompagné de Yannick Dominique, de Bioéco-Consultant. Il est hydrobiologiste et écotoxicologue aquatique. Bonjour Yannick. Bonjour Marilyn. Alors merci à tous les deux d'être là. Alors peut-être qu'on va éclaircir tout de suite ce que c'est que l'hydrobiologie et l'écotoxicologie aquatique, parce que écologie marine, tout le monde sait ce que c'est, mais là c'est un peu plus flou peut-être. Ok. L'hydrobiologie, c'est la science qui consiste à étudier un petit peu les organismes aquatiques qui vivent dans les cours d'eau. Donc que ce soit les insectes, que ce soit les poissons ou les algues. Donc c'est ce en quoi consiste l'hydrobiologie, pardon. Et pour l'écotoxicologie, donc c'est l'étude de l'effet toxique des molécules sur l'environnement. Donc que ce soit des métaux, que ce soit des pesticides ou autres molécules. Donc on se doute bien que votre fer de lance et votre domaine d'action principal, c'est le suivi de l'impact minier en Nouvelle-Calédonie. Oui, pas que. Il y a le suivi de tous les impacts humains sur les cours d'eau. Donc, que ce soit l'anthropisation, que ce soit l'agriculture, que ce soit d'autres activités humaines. Et également, il y a les mines, oui. Alors, Laurent, de votre côté, vous êtes plutôt dans le domaine du milieu marin. Voilà, moi j'étudie plutôt le lagon et puis l'océan, quoi. Aussi avec un point de vue écotoxicologie ou de façon plus large, biologique ? Disons que dans ma jeunesse, j'ai fait ça un petit peu aussi. J'avais fait un diplôme d'ingénieur avant, donc je suis un peu écotoxicologue et tout ça, mais je préfère l'océan. Donc l'océan et pas forcément l'impact des métaux, plutôt les populations. Vous, votre dada, c'est plutôt les requins, non ? Alors, disons que j'ai travaillé beaucoup sur les requins. C'est vrai que souvent on me reconnaît là-dessus, mais non, je travaille sur la biodiversité des poissons. Et les requins sont des poissons, donc je les ai étudiés plus particulièrement au cours des dernières années. Mais je fais pas que ça, et en ce moment, j'étudie pas les requins. D'accord, donc les requins, pour l'instant, c'est plus d'actualité. Voilà. Alors, vous venez nous parler tous les deux aujourd'hui, notamment d'un projet qui est porté par le CNRT, donc c'est Yannick Dominique, vous travaillez beaucoup dessus, qui s'appelle ADN-ENC, et qui concerne l'utilisation de l'ADN environnemental en milieu aquatique pour utiliser cet outil comme outil de sauvegarde de la biodiversité calédonienne. Laurent, de votre côté, vous utilisez cette technique de l'ADN environnemental plutôt en milieu marin, justement, pour la biodiversité des poissons. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN environnemental ? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'ADN ? Et quand on parle d'environnement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui se lance ? Donc sur l'ADN, déjà l'ADN c'est cette petite molécule, enfin ces deux brins qui sont à l'intérieur des cellules et qui permettent d'exprimer ce qu'on appelle le patrimoine génétique, c'est-à-dire qui permettent à chacun d'être ce qu'il est. Donc voilà, donc cet ADN est propre à chacun, il est propre à chaque espèce. Donc cet ADN on en libère dans le milieu, donc que ce soit nous les humains, que ce soit les animaux, donc ou les algues, donc ils libèrent de l'ADN dans le milieu. Et donc l'ADN environnemental, c'est cet ADN qu'on va retrouver libre dans le milieu et qui va permettre d'identifier la signature de chacune des espèces présentes qui est passée dans ce milieu. Mais alors, du coup, par exemple, libérer de l'ADN dans le milieu, ça veut dire quoi ? C'est si je perds mes cheveux, si je postillonne, si je... C'est exactement ça. L'ADN, c'est notre carte d'identité. Et effectivement, si dans cette salle, quelqu'un venait filtrer l'air, il trouverait des cellules de Marilyn, de Yannick et même de Laurent. Dans l'air ? Dans l'air, oui, exactement ça. Par exemple, on peut parler de la crise du Covid. La crise du Covid, quand on sait que dans une salle, il y avait le virus qui était présent, c'est rien d'autre que comme la police scientifique qui va frotter une clim avec un chiffon ou aspirer l'air et le filtrer. Et ensuite, des PCR, les fameuses machines qui analysent la génétique, en fait, va trouver des fragments d'ADN. Et ces fragments d'ADN, ils viennent de vos bouts de peau, de vos cheveux, enfin bref, tout ce que vous pouvez laisser comme trace dans une pièce. Donc là, dans ce studio, c'est un bouillon de culture où on a des petits bouts de tous les journalistes qui sont passés dans la journée et les invités. Absolument. Quelqu'un qui filtrerait l'air dirait « Tiens, il y a des êtres humains ici ». Mais alors, est-ce que systématiquement, on peut trouver, juste là, j'ai occupé ce studio, on occupe ensemble ce studio pendant 1 heure, ça veut dire que là, on pourra identifier, on a des techniques aujourd'hui qui permettent de dire, on avait Laurent Vigliola qui était là, Yannick Dominique, où il faut quand même que ce soit des gros morceaux, je sais pas, est-ce que ça dépend ?
Non, juste un fragment. Il faut quelques fragments d'ADN, mais donc ici, c'est les techniques qu'utilise la police scientifique depuis des années pour identifier le passage d'une personne sur une scène de crime, par exemple. Donc, pour ce qui nous concerne dans les milieux aquatiques, nous, on va plutôt filtrer de l'eau. Donc, filtrer de l'eau, et à travers l'eau qu'on filtre, on va identifier la présence de fragments d'ADN d'une espèce de poisson ou d'une autre espèce de poisson. Donc voilà, tout simplement. Alors, la taille du fragment est importante. En fait, avec des tout petits fragments, bien choisis, parce que l'ADN c'est une chaîne de produits chimiques, les fameuses bases A, T, C, G, qui s'enchaînent comme on écrirait des mots avec un alphabet, et ce sont des chaînes assez longues. Par contre, il faut avoir toute la chaîne pour reconnaître à qui elle appartient. Voilà. Non, justement. Et on peut avoir des fragments, c'est-à-dire en fait un ADN qui a été détruit d'une certaine manière. Et donc, un fragment extrêmement court, mais choisi dans une zone très particulière, va permettre de savoir quelles espèces sont présentes. Donc, pour nous ici, un être humain par rapport, par exemple, à un chat. Donc, sous l'eau, c'est reconnaître des espèces. Mais vous ne pouvez pas choisir les fragments que vous trouvez. Exactement. En fait, pour ce qui concerne les poissons, quand on filtre de l'eau dans l'océan, on va avoir des fragments d'ADN, avant tout, de plancton, enfin toutes les choses qui sont extrêmement présentes dans l'eau. Et à l'intérieur de ça, il y a quelques petits bouts de fragments d'ADN de poissons ou de requins, par exemple, sont encore plus rares. Et donc nous, on va chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est la difficulté de cette technologie. Mais si on veut chercher des fragments plus longs, ça peut se faire. Par exemple, ça se fait si vous collectez un petit peu de terre ou de neige dans la trace d'une patte d'un animal. Par exemple, si vous avez un ours dans une forêt qui laisse une trace de patte, au contact avec la terre, au niveau de la trace, là, la quantité d'ADN qu'il va laisser est très importante. Et donc là, on pourra collecter des fragments d'ADN beaucoup plus longs qui permettent d'être beaucoup plus précis quant à l'identification de l'animal. Et là, peut-être qu'on peut aller jusqu'à identifier l'animal et pas que l'espèce d'animal. Donc, il faut bien faire la différence entre de l'ADN environnemental qui est simplement de l'ADN qu'on prélève dans l'environnement avec des petits fragments qui permettent d'identifier les espèces et des grands fragments qui permettent d'identifier les individus. Alors, mais du coup, vous avez parlé de chercher. C'est-à-dire que quand vous faites un prélèvement, vous cherchez quelque chose de particulier. Vous faites pas juste, vous prenez pas votre échantillon d'eau et puis vous dites tout ce qu'il y avait dedans. Vous cherchez quelque chose de particulier. Ou vous pouvez vraiment prendre un litre d'eau et dire il y avait tout ça dedans. Oui, donc en fait, alors il y a deux techniques, on va dire. Il y a une première technique où on cherche vraiment une espèce en particulier, c'est ce qu'on appelle le barcoding en termes scientifiques. Et c'est-à-dire que là, on va avoir une amorce, un petit fragment d'ADN qui correspond, qui vient se coller à l'autre fragment d'ADN qui correspond à l'espèce qu'on cherche. Et ça, c'est unique à chaque espèce. Voilà, ça c'est unique. Alors c'est unique à l'espèce qu'on a ciblée. Donc à chaque espèce, on va cibler une région bien particulière. Et donc c'est cette amorce qui vient se coller sur ce fragment d'ADN qu'on recherche, qui ensuite, via les machines dans les laboratoires, va nous permettre d'amplifier cet ADN, donc d'avoir plus de fragments pour ensuite pouvoir le lire et pouvoir séquencer. Donc séquencer, c'est-à-dire identifier, qui correspond bien à l'espèce qu'on cherchait. Et après, il y a une technique qui est plus large spectre, c'est-à-dire qu'on va avoir une amorce qui va être spécifique pour tous les poissons, par exemple. Et donc, en fait, cette amorce dans le milieu, elle va venir se coller à tous les fragments d'ADN de poissons. Donc, on va sélectionner comme ça tous les fragments d'ADN de poissons présents dans le milieu. Ensuite, on va amplifier encore en laboratoire avec cette PCR. Donc, amplifier, c'est vraiment vous multipliez ce petit bout, vous le clonez finalement ? On le clone, voilà, tout simplement, et on l'amplifie fois 1000, fois des millions de fois pour avoir une quantité suffisante pour après pouvoir le lire sur un séquenceur qui permet, lui, de mettre à la suite les paires de bases dont parlait Laurent tout à l'heure, les ATGC. Et donc, en fonction de comment se succèdent les ATGC, on va pouvoir identifier après, derrière, les espèces de poissons qui étaient présentes. Alors, pourquoi vous avez besoin de le multiplier, puisque finalement, vous multipliez la même chose ? Pourquoi avoir besoin d'en avoir 1000 fois le même morceau si vous avez déjà le petit morceau ? Vous ne pouvez pas lire juste le petit morceau ? En réalité, il y a très peu d'ADN environnemental, par exemple, de poissons dans l'océan. Il y a très peu de traces par rapport au plancton. Et donc, pour le coup, ça signifie qu'il faut en avoir suffisamment dans la machine pour qu'elle soit capable de le lire. D'accord. Et la difficulté, c'est qu'en fait, on va répliquer comme ça beaucoup de fragments d'ADN, en réalité des millions. Et il faut qu'on fasse très attention à ne pas contaminer. Par exemple, pour le Covid, on parle d'aérosol. Il faut savoir, quand on est sur un bateau, on peut avoir de l'aérosol d'ADN de poisson. Et donc, quand on va... C'est-à-dire de l'ADN de poisson qui flotte dans l'air ? C'est ça. Et quand on filtre l'eau, il faut faire très attention, parce que si un petit peu de cet ADN qui flotte dans l'air, qui peut être sur nos mains aussi,
rentre dans notre échantillon, en fait, on va mettre beaucoup d'ADN qui est de la contamination et on va complètement louper notre échantillon. Et on travaille vraiment comme la police scientifique, c'est-à-dire qu'on a des gants, on a tout est stérile, on fait extrêmement attention à la façon dont on travaille. Et pour pas contaminer. Pour pas contaminer, absolument. Donc c'est vraiment comment vous procédez vraiment pratiquement. Si on vient avec vous sur un bateau, comment ça va se passer ? Alors, on a une pompe qui est dans une valisette, une Pelican case, là, quelque chose d'assez costaud. Et cette pompe, elle est particulière. C'est ce qu'on appelle une pompe péristatique, c'est-à-dire qu'il y a un genre de roulement qui va presser sur le tuyau de manière à entraîner l'eau par simple pression. Et donc, l'eau ne sera jamais en contact avec la pompe. C'est que le tuyau qui va être en contact avec la pompe. Ce tuyau, il est stérile. Donc, soit il a été stérilisé en laboratoire, il est dans un film plastique et on l'ouvre juste avant de l'utiliser, soit on va filtrer. On va faire tourner de la javel, en fait, qui va décontaminer tout l'ADN à l'intérieur du tuyau avant de le réutiliser. Et bien sûr, il faudra le rincer après, en particulier avec de l'eau de l'échantillon. Donc, par exemple, on ferait passer beaucoup d'eau de javel dans le lagon. On a un seau rempli de javel. On va faire rentrer, grâce à la pompe, l'eau de javel dans le tuyau et on va laisser comme ça pendant une vingtaine de minutes pour être sûr qu'il n'y a plus d'ADN à l'intérieur. Ensuite, on va mettre le tuyau dans le lagon et on va appuyer sur la pompe. Et là, on va filtrer de l'eau de mer là où on veut échantillonner pendant encore 10 minutes, un quart d'heure, de manière à bien rincer toute l'eau de javel avec l'eau du lagon où on veut connaître les espèces. Et à partir de là, on a un filtre qui ressemble un petit peu à un filtre à huile de voiture. Enfin, bon, c'est un filtre en plastique avec une matière à l'intérieur qui est de la cellulose et qui est donc très poreuse et très fine et qui va être capable de retenir les petites particules. Donc on va brancher ce filtre stérile au tuyau, on appuie sur la pompe et nous sur le lagon, on va avancer avec le bateau pendant une vingtaine de minutes et on va scanner le lagon. Ça, c'est vachement important. Et vous changez le filtre ou vous gardez le même filtre ? Alors, une fois qu'on a fini de filtrer pendant 20 minutes, on vide le filtre. On a des petits bouchons donc pour le fermer et à l'intérieur on met un produit chimique, c'est un tampon qui va permettre de conserver l'ADN. Et donc là il faut que vous ayez des gants, tout ça, il faut vérifier que ça n'a rien touché d'autre, le bouchon. C'est ça, et donc le filtre il est vraiment stérile, on l'ouvre, on le plante sur le tuyau et puis on filtre l'eau de mer. Et quand on a fini de filtrer, tout de suite on met un produit à l'intérieur pour conserver l'ADN et là il est prêt pour partir au laboratoire. Où il sera ouvert et analysé et mis dans la machine PCR dont vous avez parlé, qui va multiplier les fragments trouvés. Absolument. Et en fait, il va être d'abord nettoyé, parce qu'il y a de la contamination sur le plastique du filtre, et ensuite, il va effectivement passer au laboratoire. Là, peut-être Yannick peut expliquer un petit peu plus l'extraction. Sur le laboratoire... alors déjà, un point de vue terrain, là, on a parlé dans le milieu marin. En eau douce, c'est exactement pareil ? En eau douce, c'est exactement pareil sur les plans d'eau, donc sur les lacs. Donc, on utilise les mêmes procédés, un bateau qui avance et qui va filtrer au fur et à mesure. Et pour les rivières, c'est un peu plus simple. On va dire, on va se placer à un endroit précis de la rivière où on veut échantillonner. Donc, on utilise des kits qui sont stériles, c'est-à-dire que tous les tuyaux on a la même pompe péristaltique qu'a décrit mon collègue à côté, Laurent, et donc on a également des tuyaux qui sont stériles, qui sont dans des sachets stériles. Donc là, nous, on n'a pas besoin de passer de javel ou de les nettoyer avant, puisqu'ils sont déjà stériles. Donc on va venir les mettre sur la pompe, on prend notre filtre stérile, on le met sur la pompe et on filtre pendant une demi-heure l'eau au point qu'on veut filtrer. Et voilà, donc ensuite on remet tout ça avec une solution tampon, avec des gants, bien de façon stérile. On met ça dans des sachets et ensuite on envoie ça vers le laboratoire. Mais alors comment vous savez que, parce qu'on parle de milieux qui sont mouvants, c'est-à-dire que là on parlait tout à l'heure de l'exemple de l'air dans le studio, il est enfermé dans le studio, mais quand vous êtes en mer, quand vous êtes dans une rivière, c'est de l'eau qui est tout le temps en train de se renouveler. Donc qu'est-ce qui vous dit que l'ADN que vous trouvez de tel poisson à tel endroit, le poisson était vraiment là, il n'était pas 2 kilomètres plus haut en aval, en amont ? Sur la rivière, effectivement, on est sur un milieu qui bouge extrêmement vite et donc c'est pour ça que sur ce projet qu'on a développé avec le CNRT, l'idée c'était de tester la faisabilité de la méthode et donc de mettre en place les protocoles qui vont bien et savoir qu'est-ce qu'on captait sur la station, c'est-à-dire d'où venait l'ADN qu'on captait sur une station. Et donc on peut voir que effectivement on capte de l'ADN qui provient de plusieurs kilomètres en amont, donc, mais ça reste inférieur à 5 kilomètres, puisqu'on a positionné des stations à un pas de distance particulier sur la rivière, et on voit que sur les stations qui sont au-dessus de la station d'échantillonnage, quand on échantillonne, on voit d'autres espèces qu'on ne voyait pas sur la station qui est en dessous. Donc vous avez un gradient d'espèces. On a un gradient d'espèces et on voit effectivement qu'avec une station, on détecte sur quelques kilomètres en amont l'eau qui dérive avec les fragments d'ADN qui dérivent.
Mais donc c'est les fragments d'ADN que vous trouvez, ça veut dire que le poisson il était là il n'y a pas longtemps, quoi. Oui, parce qu'effectivement, alors l'avantage de l'ADN environnemental dans l'eau, c'est qu'il se dégrade assez rapidement. C'est-à-dire qu'il ne va pas être conservé pendant des années. Donc en fait, on sait que l'ADN de poisson qu'on voit, c'est que le poisson était présent il y a quelques temps auparavant. Donc il se dégrade assez vite sous la pression des UV, avec d'autres, les bactéries qui sont dans l'eau, etc. Ça dégrade assez rapidement l'ADN. Assez rapidement, ça veut dire quoi ? On est sur de l'ordre de à peine quelques heures, quelques jours. Donc c'est très rapide. Donc c'est ce qui vous garantit que l'animal qui est passé, que vous détectez, il était là il n'y a pas trop longtemps. C'est ça, ouais. Mais en fait, c'est un avantage d'échantillonner une large échelle. Je donne un exemple. Habituellement, pour les poissons de récif, on fait des plongées sous-marines. Donc un plongeur va compter les poissons sur 50 mètres de long, les fameux transects, et ça nous prend 1h30 à 2 heures. Donc mon équipe fait entre 2 et 4 plongées par jour en fonction qu'on compte les poissons à Chesterfield où on s'en sort pas parce qu'il y en a trop, ou qu'on compte les poissons dans des endroits où il y a moins d'animaux près des hommes. Ce qui veut dire qu'avec l'ADN environnemental, avec un filtre et un bateau en marche, on est capable de scanner le lagon de Nouméa. En une journée ? Avec un filtre, on va parcourir plusieurs kilomètres puisque le bateau avance. Et en 20 minutes, on va filtrer. Donc on va avoir la liste des espèces présentes dans le lagon de Nouméa. Donc je donne un autre exemple. J'étais venu ici pour discuter d'une publication qu'on avait fait à l'échelle de la planète, où là, on met des comptages en plongée ensemble. On met 10, 20 ans à faire le tour de la planète. Alors que pour filtrer de l'eau, en réalité, on le fait là en ce moment. Pour filtrer de l'eau à l'échelle de la planète, on met quelques années, quoi. Il suffit d'avoir quelqu'un ou un réseau de collaborateurs qui va filtrer de l'eau près de chez lui. Et on a très rapidement une évaluation de la biodiversité à l'échelle globale. Donc c'est un vrai avantage à ce que l'ADN environnemental en filtrant l'eau nous donne en fait une estimation des espèces présentes sur des grandes échelles, tout un lagon par exemple. L'autre avantage, c'est qu'avec cette technique, qui est vraiment révolutionnaire, c'est qu'on... Oui, c'est ça a l'air d'être une grosse révolution dans le monde de l'étude de la biodiversité. C'est une révolution. On est capable d'étudier différents environnements avec la même technique. Par exemple, si je veux étudier les mangroves, je ne pourrais pas faire de comptage en plongée dans une mangrove. Je pourrais filtrer de l'eau. Si je veux travailler dans le lagon sur le récif, je peux faire des comptages, mais aller faire des comptages sur les fonds meubles de lagon, là, les fonds blancs, c'est gigantesque. Il faut savoir que dans l'écosystème récifo-lagonaire, donc les lagons plus les récifs, 85% de l'habitat, c'est du sable, en tout cas des fonds meubles. Et ça, les plongeurs, ils n'aiment pas trop y aller, parce que quand on plonge, on reste en bas, on ne voit pas grand-chose et on remonte. Alors qu'avec de l'ADN environnemental, on va être capable de scanner ces habitats immenses. Et ça, c'est important, par exemple, pour l'industrie minière, puisque les sédiments de la mine vont terminer dans le sédiment du lagon. Et finalement, c'est quelque chose qu'on étudie peu, en tout cas dans ma partie, qui est les poissons, et que l'ADN environnemental et les caméras, on en parlera après, permettent d'accéder. Mais on peut également aller chercher de l'eau assez facilement à 1000 mètres de profondeur. Là, j'ai une équipe qui est rentrée la semaine dernière sur le navire océanographique Alice. Et ils étaient sur les montagnes sous-marines du parc Mer de Corail. Et là, on a filtré de l'eau à 1000 mètres de profondeur. C'est des simples bouteilles en PVC avec un câble électroporté, c'est-à-dire c'est un câble en métal, mais à l'intérieur, il y a des fils électriques qui font que vous avez un gars sur le navire qui appuie sur un bouton et qui est capable de fermer la bouteille à la profondeur qu'on veut. Et donc de recueillir de l'eau. Cette bouteille-là, on la remonte. Et après, avec la même technologie, une petite pompe avec un filtre, on va filtrer de l'eau à 1000 mètres de profondeur. Donc ce programme-là, nous, on s'intéresse aux poissons, mais il faut savoir que l'ADN qu'on collecte dans tous ces filtres sur les récifs, dans les lagons, dans les rivières, à 1000 mètres de profondeur, en fonction de l'amorce qu'on va mettre dans le laboratoire, on va cibler les poissons ou on va cibler autre chose. Et cet ADN total, on le conserve. Parce que le jour où vous avez quelqu'un qui nous dit « je veux travailler sur la biodiversité du plancton ou des algues ou de ce que vous voulez », il suffit qu'il développe la bonne amorce et on a un historique comme ça de l'ensemble des espèces présentes. Alors vous avez dit que ça a resté que quelques heures, vous avez les moyens de le fixer, c'est ça ? C'est-à-dire que là vous dites que ça se dégradait rapidement, mais vous avez les moyens de le conserver longtemps. Oui, voilà. Après une fois qu'il est passé en laboratoire, qu'il est amplifié, etc., on a des moyens de le fixer et de le conserver ensuite à moins 80 degrés et donc le conserver dans le temps et pouvoir réutiliser plus tard. Ouais. Donc en fait, vous avez des échantillons, comme ça, des photographies de cet ADN que vous avez pris à tel endroit qui sont conservables des années et des années. Absolument. Et par rapport à la dégradation,
Bon, c'est encore dans le domaine de la recherche, hein, mais plus il fait chaud, plus ça se dégrade vite. Si on est dans de l'eau salée, ça se dégrade plus vite que dans de l'eau douce. Mais ça signifie aussi qu'il y a des endroits dans le monde où on a de l'ADN probablement préhistorique, qui est piégé par exemple dans des sédiments de lacs d'altitude. Et donc là-dedans, vous pouvez aussi faire de l'ADN environnemental et aller chercher les espèces présentes il y a très 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 longtemps. Mais alors comment vous trouverez les amorces? Parce qu'on ne connaît pas l'ADN des espèces préhistoriques. Si c'est des poissons, ça reste des amorces de poissons. Et donc, alors ça, c'est un autre point qui est important, hein, il faut que les gens comprennent bien. Quand on a un fragment d'ADN, on sait que c'est un poisson parce qu'on a mis l'amorce, ou on sait que c'est une algue si on a mis une amorce pour les algues. Par contre, on ne connaît pas l'espèce. On sait simplement qu'on a 2 fragments différents, donc a priori 2 espèces différentes. Mais il faut une amorce bien particulière pour identifier l'espèce qu'on n'a pas forcément. Absolument. Par contre, si on veut savoir de quelle espèce il s'agit, il faut qu'à côté de ça, on ait une base de données, une banque, qui contient les fragments de toutes les espèces. Et ça, pour les poissons, c'est la bonne vieille méthode. On va attraper quelques poissons en plongée ou au marché, on coupe un petit bout de nageoire. On dit voilà, ça c'est un bec de canne ou une saumonée. Ce bout de nageoire, on va le passer à la génétique, si bien qu'on connaîtra l'ADN de la saumonée. Et c'est la même ADN pour toutes les saumonées? Ou en tout cas, il y a des séquences communes à toutes les saumonées? C'est là la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut choisir un fragment d'ADN qui permet de qu'on appelle discriminer, c'est-à-dire bien faire la différence entre 2 espèces. Donc oui, il y aura, si on choisit bien la portion d'ADN qui permet de différencier les espèces, on est OK. Par contre, effectivement, si on choisit une mauvaise portion, on va avoir le même fragment qui va coder pour plusieurs espèces. Donc on se doute bien qu'il y a des années de travail aussi en laboratoire, d'études des codes génétiques. Il y a ça, oui. Effectivement, c'est ce qu'on a fait pour la Nouvelle-Calédonie sur les poissons d'eau douce. C'est effectivement, comme disait Laurent, c'était d'aller chercher sur les poissons dans le milieu, leur prendre un petit fragment de nageoire. Donc les nageoires, ça repousse, les poissons ont pas mal, il n'y a pas de souci. Ah oui, vous n'avez pas besoin de les tuer, non, vous leur prenez un bout on et les puis vous les attrape, relâchez. on prend un petit bout de nageoire, on les remet dans le cours d'eau et ils continuent leur vie tranquillement. Et donc on a pris ces morceaux de nageoire qu'on a envoyés au laboratoire et qu'on a séquencé. Ça nous permet d'avoir justement ce fragment d'ADN qui correspond à l'espèce donnée. Et donc ensuite, quand avec notre amorce, on va capter un fragment d'ADN environnemental, on va l'amplifier, le séquencer et on va venir comparer les séquences. Donc ça, il y a des logiciels qui existent qui font ça de manière assez rapide. Et donc, ils comparent les séquences et ils nous disent, ben voilà, cette séquence, elle match avec la séquence de l'espèce A ou de l'espèce B. Et donc ensuite, on est capable de mettre un nom sur l'espèce. Et on est capable de mettre le nom uniquement si on a constitué auparavant cette base de référence. Parce que pour une espèce donnée, on a un fragment de données. Un peu comme le fichier des empreintes digitales où on compare avec ce qu'on a. Exactement ça. Et il faut juste savoir que ces empreintes digitales pour chacune des espèces de poissons, elles peuvent varier à la marge entre les régions du monde. C'est pour ça qu'entre la Nouvelle-Calédonie et une autre île du Pacifique, on a besoin des fois de refaire les bases de référence spécifiquement pour une région parce qu'on peut avoir des petites variations qui peuvent faire qu'on peut se tromper. Donc c'est bien à chaque fois de refaire une base de référence pour une région ou un territoire où on travaille. Ça fait combien de temps que c'est utilisé, que c'est développé, que c'est utilisé cette technique? Alors, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que c'est développé, donc en métropole. Donc c'est vrai que Laurent et moi on travaille avec la même start-up en métropole qui est Spygen, donc qui est une start-up qui développe ces techniques sur l'eau douce et sur l'eau salée depuis une dizaine d'années maintenant. Donc c'est vrai que sur l'eau douce c'est plus avancé parce que ils ont commencé par ces milieux-là. Sur le milieu marin, ils commencent à développer depuis quelques années. Et donc, effectivement, sur la métropole, on voit qu'on a des bons retours sur les suivis biodiversité de poissons dans les cours d'eau. Et on voit même que la méthode est, sur certains points, en fonction de l'objectif qu'on se fixe, bien sûr, est beaucoup plus efficiente, donc marche beaucoup mieux que les méthodes traditionnelles de pêche électrique. Donc, par exemple, ils ont montré qu'avec une seule campagne d'ADN sur une station de cours d'eau, on pouvait caractériser la biodiversité, où on avait mis 15 ans de pêche électrique pour caractériser l'ensemble des espèces présentes. Là, avec une seule campagne d'ADN, on a mis une seule journée pour caractériser l'ensemble des espèces présentes. Et c'est non destructif en plus, puisqu'il n'y a pas de pêche. C'est non invasif, non destructif, donc on ne touche pas aux espèces. Ce qui peut être frustrant pour certains parce qu'on ne voit plus les poissons. Alors, en fait, c'est vrai que la technique, elle est relativement ancienne, en particulier pour les espèces abondantes qu'on connaît bien. Et dans les milieux terrestres, donc que ce soit des rivières ou à terre, quoi. Par contre, en mer, dans les océans, aller chercher des espèces rares par rapport au reste,
un poisson est quelque chose de rare par rapport à du plancton qui est là la masse par de millions. vie et d'animaux, enfin la masse d'êtres vivants dans l'eau, c'est du plancton, des algues, tout comme ça. Et ça, par contre, c'est complètement révolutionnaire, c'est totalement neuf parce que il fallait avoir en fait les machines capables de faire ce tri. Et aussi ce qu'on appelle la bioinformatique, c'est-à-dire des grands algorithmes d'ordinateurs qui permettent de faire le tri parmi les millions et les millions de données d'ADN qu'on a dans l'eau de mer. Et donc nous, quand on a publié il y a 2 ans l'étude des requins de Nouvelle-Calédonie, de la diversité des requins de Calédonie par ADN environnemental, on a publié ça dans un journal assez réputé, justement parce que c'est complètement neuf, c'est révolutionnaire. Et aujourd'hui, quand on travaille sur essayer d'estimer la biodiversité sur les montagnes sous-marines par ADN environnemental, ça n'a jamais été fait au monde. Donc on est vraiment là sur une nouvelle technologie qui est ancienne par sa construction. Aller chercher de l'ADN dans l'environnement, la police scientifique le fait. Mais sur une application dans les océans pour aller chercher les espèces rares, c'est quelque chose qui n'est possible que depuis quelques années parce que justement la technologie, les machines et aussi le savoir-faire augmentent, en particulier avec la start-up avec laquelle on travaille en métropole qui s'appelle SpyGen, qui est une entreprise qui est capable de faire un peu des miracles par rapport au traitement de cet ADN. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout neuf. Et la Calédonie, alors je fais le lien vers les entreprises privées parce que il faut comprendre que c'est de la technologie innovante. Il faut aussi bien comprendre que les endroits au monde où on est capable de mettre en face des fragments d'ADN une banque de données d'ADN de la diversité, c'est les endroits où il y a de la biodiversité. Et donc là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est capable de construire ici une technologie innovante sur la richesse de l'outre-mer qui est sa biodiversité. La Calédonie, il y a guère d'endroits au monde comme la Calédonie où on va être capable de construire cette technologie et ça peut être un tremplin pour nos entreprises. Donc c'est quelque chose de vraiment avoir en tête. Évidemment, c'est quelque chose, si on arrive à maîtriser cette technologie ici, on pourra probablement conquérir le Pacifique, puis le reste, en faisant des études de biodiversité marine ou dans les rivières ou ailleurs, justement parce qu'on arrive à construire ces banques d'ADN. Et alors justement, ces applications, vous avez mentionné l'étude des requins, donc ça vous a permis de chercher de l'ADN de requins qu'on n'avait pas forcément observé en Calédonie ? En réalité, à l'époque, on étudiait les requins avec des caméras appâtées, 2 caméras GoPro qui filment avec un appât. Et en Calédonie, sur les zones peu profondes, c'est-à-dire sur les récifs coralliens, on a 17 espèces de requins peu profonds. Et on n'envoyait sur nos caméras que 9, avec environ 500 caméras qui avaient été déployées tout autour de la Calédonie. Et en plongée sous-marine, où on a fait plus de 3000 plongées depuis 20 ans, on n'avait que 9 espèces. Donc il en manquait un paquet, quoi. Et on a rencontré un Italien qui travaillait en Angleterre et qui nous a dit, écoutez, moi j'essaye d'identifier les requins dans l'eau avec de l'ADN environnemental et j'y arrive pas, je travaille dans les Caraïbes. On lui a dit, s'il y a un endroit au monde où on peut le faire, c'est bien en Calédonie, en allant filtrer de l'eau à Chesterfield, par exemple. Et c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, on a trouvé des espèces à Chesterfield. On avait jusqu'à 7 espèces de requins dans un filtre d'eau. Et on a également trouvé des espèces de requins près de Nouméa qu'on n'arrivait pas à observer en plongée ou avec des caméras. Et c'est là qu'on s'est dit, mais où sont cachés ces individus ? En fait, les espèces sont toujours présentes, mais on ne les voit pas. Parce qu'elles sont devenues trop rares ? Parce qu'elles sont trop rares ou parce qu'elles sont devenues furtives, c'est-à-dire qu'elles ont peur du plongeur, même de la caméra, puisqu'on utilise des appâts, et ces appâts sont utilisés par les pêcheurs, donc il peut y avoir aussi des interactions comme ça. Ou alors elles sont allées un petit peu plus profond. Et là, avec le programme dont je vous ai parlé sur les montagnes sous-marines, effectivement, on se rend compte que des espèces, par exemple le requin pointe blanche, là, le silver tip, Albium marginatus, je ne sais pas trop comment celui qui est tout du large. Voilà, celui-là, on le voit dans très peu d'eau quand on va aux atolls d'Entrecasteaux. En plongée, on le voit tout le temps. Et à Nouméa, on n'arrivait pas à le voir souvent. Et l'ADN environnemental et les caméras qu'on met maintenant en plus profond le voient, quoi. Donc même sur Nouméa, mais à l'extérieur de la barrière. C'est ça, et en profondeur, c'est-à-dire l'animal, on le voit souvent parce qu'on pose des caméras aussi avec de l'intelligence artificielle, on pourra en parler si tu veux tout à l'heure. Mais donc on arrive à voir ces animaux en profondeur, à 150-200 mètres de fond, alors que ces animaux, on les voit souvent dans 20 mètres d'eau quand on est dans des endroits où il n'y a pas trop d'impact humain. Et donc, comme ça, on pense qu'il y a des refuges profonds, c'est-à-dire certains animaux vont aller plutôt se réfugier dans la partie profonde de leur habitat, ce qui fait un réservoir, et c'est très important en écologie, et en même temps, ce réservoir, on n'arrive pas à le voir avec les techniques traditionnelles, comme
la vidéo sur un récif ou un plongeur, mais l'ADN environnemental où on va collecter de l'eau très profond, ou maintenant des caméras avec des caissons un peu plus costauds, on arrive à aller jusqu'à 500 mètres, 1000 mètres parfois, on arrive maintenant à les voir, quoi. Donc et à ce moment-là, vous pouvez, la déduction, c'est ces animaux, ils existent, ils sont planqués, mais c'est ça. Ils sont toujours là. Ils sont toujours très rares. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé, mais ça veut dire que c'est une excellente nouvelle, ça. Hein. C'était un peu le résultat de notre publication sur la diversité des requins avec l'ADN environnemental. C'est-à-dire des espèces que l'on pensait extirper. Extirper, c'est un gros mot, on va dire, mais ça veut dire simplement retirer localement. Ça veut dire qu'une espèce éteinte serait complètement enlevée de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, ou de la planète. Par contre, on peut avoir une espèce qui n'existe plus dans la zone de Nouméa, mais qui peut être trouvée ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Qui allait se déplacer, vivre ailleurs. Et là, on se rend compte qu'elles sont toujours là, donc c'est bien. Ça veut dire que si on fait de la protection, ces espèces vont pouvoir revenir, mais elles sont extrêmement rares et furtives, et donc on a du mal à les voir, quoi. Est-ce qu'on peut quantifier avec cette technique ? Alors, on peut détecter la présence, mais est-ce qu'on peut dire il y en a beaucoup ou pas ? On peut détecter la présence, effectivement, présence-absence. On peut avoir une quantification relative, ce qu'on appelle une quantification relative, c'est-à-dire est-ce qu'entre l'échantillon A et l'échantillon B, j'en ai plus dans le A ou dans le B, ou j'en ai plus l'année d'avant ou l'année d'après quand on fait sur une même station dans le temps. Par contre, on est aujourd'hui, pour l'instant, pas capable de quantifier pour dire il y avait tant d'individus de l'espèce A ou tant d'individus de l'espèce B. Ça se voit pas dans la quantité de fragments ? Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans le nombre de fragments libérés par un individu ou par une espèce. Donc en fait, on ne maîtrise pas tous ces paramètres encore pour pouvoir quantifier de manière absolue et de manière fiable le nombre d'individus de l'espèce présente. Alors comment ça se fait que vous puissiez dire il y en a eu plus l'année dernière que cette année ? On compare les échantillons un à un, en fait, en partant du postulat que pour les individus de la même espèce vont libérer la même quantité d'ADN dans un même milieu. Donc en fait, c'est pour ça que sur le relatif, on reste encore prudent. On dit qu'on peut faire une quantification relative. Par contre, on garde tout le conditionnel qui va bien pour dire attention, le résultat, il n'est pas encore forcément à 100% fiable. Donc pour l'instant, c'est une technique qui permet surtout de faire de la présence-absence. Et comme disait Laurent, c'est un avantage de pouvoir, dans certains milieux qui sont difficiles d'accès avec les techniques classiques d'échantillonnage, de détecter la présence des espèces, voire des espèces très rares qu'on ne détecte pas avec les techniques classiques, quoi, mais qui sont présentes. Alors moi, je reste optimiste par rapport à l'abondance. Effectivement, un animal qui reste à un endroit très longtemps va vous donner beaucoup d'ADN. Et beaucoup d'animaux qui ne restent pas longtemps à un endroit vont vous donner aussi beaucoup d'ADN. Du coup, c'est compliqué. Il n'empêche que nous, sur la publication sur les requins, on a trouvé plus d'ADN à Chesterfield qu'à Nouméa, donc un gradient de pression humaine. Avec l'ADN environnemental, on observe exactement, avec le nombre de fragments, on observe exactement la même courbe qu'avec ce qu'on observait en vidéo ou en plongée. Donc plus de requins quand on est loin des capitales comme Nouméa. Et on a observé la même chose dans les Caraïbes. Alors il faut être extrêmement prudent, mais autant vous dire qu'on travaille tous, je parle de la communauté scientifique internationale, à essayer, et c'est le pas suivant, à utiliser, à arriver à trouver le twist qui va permettre de trouver une façon d'estimer l'abondance avec l'ADN environnemental. Un jour ou l'autre, on va y arriver, quoi. Ça, c'est la science de demain. Ouais, j'ai mon fragment, je sais que c'était un poisson de 18 cm de long qui avait 6 mois, de telle espèce qui est passé à ce moment-là, il était en période de reproduction et il est allé... Non, ça c'est complètement utopique ou on pourrait en arriver jusque-là ? Après-demain. Faut rester optimiste. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme application vraiment de ces techniques du coup qui sont très innovantes ? Comment on pourrait s'en servir en Calédonie ? Donc vous l'avez dit, vraiment scanner la biodiversité sur des endroits qu'on ne connaît pas encore comme les monts sous-marins. Est-ce qu'il y a d'autres applications pratiques ? Alors, en ADN environnemental, on peut travailler aussi sur des espèces intéressantes. Nous, on travaille sur le vivanoflamme. Et à ça, souvent, comme souvent en science, en fait, il faut coupler les technologies. Donc, nous, on travaille également avec de l'intelligence artificielle sur des vidéos. Ce qui nous permet, parce que quand on place une vidéo, c'est assez facile. Par contre, derrière, il faut des heures et des heures de travail pour dérocher et savoir quelles espèces sont présentes. Pour regarder la vidéo. Pour regarder les vidéos, tout simplement. Donc, tout le monde a vu à la télé les petits rectangles qui se font autour des visages pour reconnaître les gens. On fait la même chose pour les poissons et ça permet de dérocher les vidéos très rapidement. Alors, on est en train de le faire.
Et donc là, les applications peuvent être de la recherche fondamentale. C'est un petit peu ce que je fais, étudier la biodiversité et les changements climatiques et tout ça. Mais on peut aussi faire des choses très appliquées. Par exemple, évaluer les stocks de vivanoflammes sur les monts sous-marins de la Nouvelle-Calédonie, aussi bien pour des applications de pêche, si les provinces ou le gouvernement veulent développer une activité économique, ou pour faire de la protection. Et ça, c'est des choses qu'on fait. On a des entreprises partenaires, je pense à Soproner localement, qui travaillent sur ces problématiques. Et donc, ces nouvelles technologies nous permettent de faire des bilans, des quantifications d'espèces qu'on n'arrivait pas à faire avant, soit parce que les espèces étaient trop rares pour être observées, soit parce que l'habitat était trop vaste pour être étudié facilement, par exemple les fonds blancs de Lagon, ou inaccessible, comme les montagnes sous-marines. Donc ça ouvre une avenue pour la science fondamentale et appliquée qui est gigantesque. Alors vous avez parlé beaucoup des poissons, mais est-ce que ça marche pour d'autres animaux? Par exemple, là, il y a le CITES qui vient de classer 2 espèces commerciales d'holothurie où la pêche est arrêtée tant qu'on n'a pas fait une évaluation des stocks. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, scanner un petit peu les zones où on sait qu'il y a ces biches de mer-là par la technique de l'ADN environnemental pour savoir où on en a et faire une évaluation un petit peu de ces stocks-là plus rapidement qu'en envoyant des plongeurs un peu partout en Calédonie pour essayer de recenser les biches de mer? À l'heure actuelle, oui, effectivement, il est possible de développer les amorces qui vont bien pour détecter ces espèces-là et de détecter la présence-absence de ces espèces. Après, venir à quantifier les stocks, ce qui est demandé aujourd'hui par la CITES pour voir si la pêche a un impact ou pas en Calédonie sur cette espèce, on n'en est pas encore là. C'est ce qu'on disait, c'est la technologie de demain d'arriver à quantifier la présence des espèces. Et puis les vidéos sur les biches de mer, ça va pas trop marcher, a priori. Non, mais là, tu vois, il faut combiner les techniques. C'est-à-dire, tu peux faire un scan à grande échelle pour chercher tes espèces rares ou ton espèce d'intérêt, filtrer de l'eau sur des kilomètres pour voir où se trouvent les dugons, les bêches ou les vivanos. Et une fois que tu as trouvé les endroits où, a priori, tu as une forte abondance d'ADN, tu te dis, là, je vais employer des techniques qui permettent, par exemple, de les compter. Si c'est pas profond, tu peux envoyer un plongeur ou mettre une caméra. Et puis, il faut aussi les mesurer. Souvent, la taille, c'est important. Beaucoup de petits individus, c'est pas la même chose que beaucoup de grands individus. Les pêcheurs savent bien ça. Et donc, voilà, il faut combiner les techniques de manière à répondre aux questions qui sont posées par des gestionnaires ou par des scientifiques. Non, mais effectivement, dans la pratique, c'est effectivement ce qu'on fait, c'est combiner les techniques. Et aujourd'hui, sur les rivières, c'est une méthode qui est devenue mature en Nouvelle-Calédonie. On l'utilise pour remplacer les méthodes classiques de pêche qui marchaient pas bien à certains endroits, comme les cours d'eau de la côte Est, qui sont des cours d'eau où on a que des cascades et des gros trous d'eau où on pouvait pas pêcher. Donc effectivement, aujourd'hui, avec l'ADN, on fait le suivi de ces cours d'eau. Quand il y a des projets d'aménagement sur le cours d'eau, ça permet de suivre. Et si vraiment on détecte un problème, là, on met en place d'autres techniques comme de la plongée pour observer les espèces, etc. Mais parmi les applications aussi, il y a d'autres applications. Il y avait le suivi minier, parce que ce projet CNRT ADNE, c'est aussi basé sur le suivi minier. Oui, donc l'idée, effectivement, c'est demain d'avoir une technique qui aujourd'hui est capable de remplacer les pêches électriques classiques qu'on a sur mine, donc et de mettre en place une pêche, une quantification par ADN, une prospection par ADN, des espèces de poissons présents dans les cours d'eau autour des mines, ce qui permet d'être beaucoup plus efficient, c'est-à-dire de détecter plus facilement les espèces présentes qui sont parfois pas nombreuses sur certains cours d'eau. Et donc, si on détecte qu'on a des baisses de fragments d'ADN dans le temps, là, on peut mettre en place d'autres méthodes pour aller voir si les communautés de poissons vont bien ou vont pas bien. Mais ça permet de gagner du temps et gagner également de l'argent sur les suivis sur mine aujourd'hui, donc d'être beaucoup plus performant et donc d'être beaucoup plus productif et moins cher sur ces suivis-là. Parce que vous l'avez dit, s'il n'y a pas beaucoup de poissons dans le cours d'eau, vous allez avoir du mal à échantiller toute la rivière, mais comme vous avez pu constater qu'il y a 2-3 km de marge dans ce que vous filtrez, au final, en faisant un point de collecte, vous avez les 2-3 km en amont qui sont échantillonnés. Voilà, ouais. Donc ça permet d'échantillonner des plus grandes surfaces, donc avec moins de temps passé sur le terrain. Donc on gagne en coût et on gagne en efficacité. Alors ça a l'air d'être cher, toutes ces machines PCR. Est-ce que finalement il y a un vrai gain de coût par rapport à... On passe beaucoup moins de temps sur le terrain, mais le traitement en laboratoire a l'air d'être coûteux. Alors aujourd'hui, les retours qu'on a d'expérience, nous, à notre niveau sur les cours d'eau, c'est qu'on est moins cher avec la méthode ADN, on est légèrement moins cher qu'avec les méthodes classiques.
Donc effectivement, on gagne du temps sur le terrain. Par contre, il reste la phase de laboratoire qui a un coût. Mais ces coûts, ils diminuent d'année en année, en fait, parce que la technologie se démocratise, on va dire, à l'échelle internationale. Et on arrive à avoir des coûts maintenant qui rendent possible les suivis par ADN environnementaux, qui rendent possible toute cette recherche qui est développée, parce qu'elle coûte beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans, où là, c'était vraiment très rare de développer cette méthode, parce que ça coûtait vraiment très cher, quoi. Bon, je pense que ça coûte encore très cher, moi. Et j'ai hâte que ça diminue, parce que ça va diminuer forcément, quoi. La technologie étant là, petit à petit, ça se démocratise. Comme toute nouvelle technologie, c'est un petit peu cher au départ, quoi. Et donc, il faut des programmes un peu bien financés. Mais comme on fait de la recherche là, qui est vraiment, on va dire, à la pointe. Du coup, pour l'instant, on arrive à décrocher des financements, notamment du gouvernement français, avec les fameuses ANR, qui permettent de financer correctement ça. Et ensuite, on peut le transmettre aux partenaires privés qui, eux, implémentent ça dans le cadre de contrats avec les entreprises. Là, vous parliez des mines, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui j'espère, va arriver rapidement. Donc voilà, c'est vraiment les technologies, la science du futur que vous avez décrit aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on avait Yannick Dominique, qui est gérant, un bioéco-consultant et hydrobiologiste, et Laurent Viglola, chercheur en écologie marine à l'IA.